Bonjour et bienvenue sur France 24 dans un entretien aujourd'hui un peu particulier avec ma collègue Valeria Sacone, correspondante pour la chaîne France 24 en espagnol. Nous sommes à Curitiba, dans le sud du Brésil, dans les locaux de la police fédérale où se trouve incarcéré depuis 1 an et demi maintenant l'ancien président de la République brésilienne, Luiz Inácio Lula da Silva. Bonjour, Monsieur le Président. Merci de nous recevoir pour cet entretien exclusif. Bom dia, Lula. Bonjour Fanny. Vous êtes devenu une icône pour les pauvres. Vous avez entrepris des initiatives très populaires comme les allocations familiales et vous avez été une icône de la gauche et maintenant vous êtes en prison à Curitiba, condamné pour corruption. Comment vivez-vous ce changement si radical? Je vis cette situation de manière assez tranquille parce que je sais ce qui est en train de se passer au Brésil. Le pays vit un cycle de mensonges depuis le coup d'État contre Dilma Rousseff. Ils ont inventé une histoire, un mensonge, et de la façon la plus malhonnête qu'il soit, ils ont mis un terme à son mandat de présidente élue démocratiquement. Et après la destitution de Dilma Rousseff, j'étais certain que la prochaine étape serait que faire avec Lula. Il fallait à tout prix écarter Lula de la course à la présidentielle. Cela n'avait pas de sens d'écarter Dilma Rousseff avec une fausse destitution et de laisser Lula retourner à la présidence. Donc il fallait empêcher Lula de toute possibilité d'être élu. Donc ils ont inventé des tas de mensonges, des contre-vérités, et ils ont commencé à utiliser la police fédérale, le parquet, le pouvoir judiciaire en première et seconde instance pour accuser Lula. J'aurais pu ne pas me rendre à la police fédérale. J'aurais pu fuir dans un autre pays, demander refuge à une ambassade. J'ai décidé de venir ici pour pouvoir prouver mon innocence. Je veux prouver que les menteurs sont ceux qui m'ont accusé. Et je vais le prouver. Donc je suis très tranquille. Je sais ce qui se passe au Brésil. Je sais les intérêts américains au Brésil. Avec la découverte de gisements de pétrole présalifères en 2007, la plus grande réserve de pétrole découverte au XXIe siècle. Ils voulaient contourner les lois que nous avons votées qui garantissent que le pétrole bénéficie au peuple brésilien. Ils n'ont jamais accepté cela. Il y a eu en même temps contre moi la construction d'une alliance entre le parquet, le juge Moro, le secrétariat d'État américain et la presse brésilienne. C'est cet ensemble de choses qui se sont passées au Brésil qui me font rester tranquille. Je vais prouver que les voleurs sont ceux qui m'ont emprisonné. Vous avez toujours clamé votre innocence, affirmant que vous étiez victime de mensonges, d'un montage, comme vous l'avez dit. Cependant, les cas de corruption à grande échelle qui ont impliqué Petrobras et d'autres grandes entreprises ont bien existé. Comment le président d'un pays comme le Brésil pouvait ignorer ce qui se passait? D'abord, j'ai l'habitude de plaisanter en disant que le président de la République est souvent le dernier à être au courant. Parce que ceux qui pratiquent la corruption le font en silence. Ils ne veulent pas faire la une de la presse. Ce ne sont pas toujours les dirigeants des entreprises, mais ceux qui sont à des niveaux inférieurs. La Petrobras est une entreprise qui a une gouvernance très développée, avec un conseil dirigé par la société civile. Ceux qui se sont rendus coupables de corruption, si c'est vraiment le cas, travaillaient dans l'entreprise depuis plus de 30 ans. C'étaient des fonctionnaires recrutés sur concours pour leur qualification technique. Vous avez dit que vous ne souhaitez pas bénéficier du régime de semi-liberté car ce serait une manière de reconnaître une culpabilité que vous n'admettez pas. Vous pensez que vous allez bientôt pouvoir être innocenté? Par quelle voie juridique? Je ne veux pas de remise de peine. Je veux être innocenté. Le mot correct est innocence. Ou les canailles qui m'ont condamné prouvent que j'ai commis un crime, parce que j'ai déjà prouvé que je n'en ai pas commis, ou ils me libèrent et demandent pardon au peuple brésilien. Ou ils vont trouver une autre solution.
Parce qu'effectivement, je veux sortir d'ici la tête haute, comme j'y suis entré. Mais vous pensiez rester en prison aussi longtemps? Non, j'avoue que quand je suis arrivé ici, j'avais l'espoir qu'une décision serait votée et me libère rapidement. La Cour suprême devait évaluer la constitutionnalité de ma condamnation, mais le vote que j'attendais n'a pas eu lieu. Donc je suis ici depuis 1 an et demi. Mais s'il faut démasquer l'ancien juge Moro, je vais le faire. S'il faut démasquer la chaîne de télévision Globo, je vais le faire. C'est une question de temps. Ils ne savent pas ce que c'est que d'affronter un citoyen brésilien qui a connu la faim jusqu'à l'âge de 5 ans. Dans la terre où je suis né, celui qui survit après l'âge de 5 ans ne va pas mourir à cause d'une accusation. Ils vont voir ce que c'est de s'en prendre à une personne honnête et respectable. Cela signifie que vous pourriez être candidat en 2022, par exemple contre Sergio Moro, votre ennemi juré? Sergio Moro n'a pas le courage d'être candidat à la présidence de la République. Et s'il l'était, il perdrait, parce qu'il n'a aucune proposition. Il a appris par cœur une petite partie du code pénal et rien de plus. Mais allez-vous vous représenter? Je ne vais pas dire si je suis candidat ou non. Je vais laisser le temps faire son œuvre pour voir ce qu'il va se passer. Sachez que je suis un homme de 74 ans, mais j'ai l'énergie d'un homme de 30 ans. Et je veux me marier en sortant d'ici. Pour l'instant, je veux lutter pour rendre à ce pays de la dignité, pour rendre au peuple brésilien le droit de manger 3 fois par jour, d'étudier, c'est ça que je veux. Le droit d'avoir accès à la culture, pour que les gens les plus pauvres puissent aller au théâtre, au cinéma, aller voir une comédie musicale. Nous avons vu ces dernières années déferler une vague de haine. La société est de plus en plus divisée, polarisée. Comment le Parti des travailleurs pourrait revenir au pouvoir? Je ne sais pas si vous savez que lorsque j'ai quitté la présidence, 87% de la population jugeait ma gouvernance bonne ou très bonne. Ce n'est pas un taux d'approbation. C'était 87% qui jugeaient ma gouvernance bonne ou très bonne. 10% moyenne et 3% mauvaise. Cela signifie qu'une partie des gens qui ne m'aiment pas aujourd'hui m'aimaient hier. Et c'est tout à fait possible de récupérer ce soutien avec du travail et des propositions politiques. Il n'y a pas de sentiment anti-parti des travailleurs. Il y a entre 20 et 30% des gens qui préfèrent d'autres formations politiques. Et c'est tout à fait normal. C'est ça la démocratie. Dans plusieurs pays d'Amérique latine, en Allemagne par exemple, cela vaut pour le Parti socialiste, pour le Parti conservateur. En France, cela vaut aussi pour le Parti socialiste. En Espagne, dans le monde entier. Cela se passe toujours comme ça. Nous arrivons à la fin de l'entretien et je ne veux pas partir d'ici sans vous poser une question sur l'Amazonie. Comment gérer l'avenir de l'Amazonie? Quel est l'équilibre entre le développement des populations déjà installées là-bas et la préservation d'une forêt très importante pour la régulation du climat au niveau mondial? Nous avons probablement mené la politique la plus protectrice de l'environnement. C'est moi, quand j'étais président, qui ai conclu avec l'Allemagne et la Norvège l'accord pour la création du Fonds de protection de l'Amazonie. Nous devons comprendre que l'Amazonie brésilienne est un territoire souverain, mais que le Brésil doit être conscient que la biodiversité amazonienne intéresse l'ensemble de la planète. Donc c'est important que nous ayons toujours la possibilité de créer des mécanismes de collecte de fonds pour que nous puissions protéger l'Amazonie et garantir un développement durable, et pour que nous puissions industrialiser la richesse que la biodiversité peut offrir à l'industrie pharmaceutique mondiale. C'est tout à fait possible. Ce qui se passe, c'est que l'on vit un moment de folie de la part d'un gouvernement qui n'attache aucune importance à la protection de l'environnement. Bolsonaro n'aime pas les Indiens, n'aime pas les extracteurs de caoutchouc, Bolsonaro n'aime pas les arbres, Bolsonaro n'aime pas les partisans du Parti des travailleurs, Bolsonaro n'aime pas les pauvres, les syndicalistes. Il a déjà dit que les Indiens étaient des clochards, que les Noirs étaient des clochards, que les partisans du PT devaient mourir, tout ce qu'il n'aime pas. Vous venez d'être nommé citoyen d'honneur de la ville de Paris. C'est un titre que très peu de personnes obtiennent.
Vous êtes fier d'avoir tiré des millions de personnes de la misère au Brésil. Alors, comment se fait-il que vous soyez plus populaire à l'étranger que dans votre propre pays? Je ne peux pas me plaindre car je suis très apprécié au Brésil. D'abord, je veux remercier la population parisienne, les conseillers de la ville de Paris et la chère mère Anne Hidalgo pour le prix que j'ai reçu. Cela m'a fait très plaisir. Mais on ressent une certaine colère, une certaine diabolisation de votre personne. Cela ne veut pas dire que j'ai tort. Certaines personnes qui me diabolisent peuvent avoir tort. L'une des raisons pour lesquelles des gens nourrissent de la haine contre moi, c'est parce que les pauvres ont commencé à voyager en avion sous mon gouvernement. Les employés domestiques ont commencé à acheter et utiliser le même parfum que leur patronne mettait pour aller dîner. Les employés de maison, les jardiniers, ont commencé à pouvoir acheter des voitures. Les gens ont commencé à avoir des droits. Et on dirait que cela a dérangé une partie de la classe moyenne. Pas seulement au Brésil, mais dans le monde entier, qui n'accepte pas qu'il y ait de l'inclusion sociale. Oui, mais ce peuple de citoyens, comme vous dites, est devenu un peuple de consommateurs. Vous ne vous sentez pas un peu coupable de cela, d'avoir créé une société qui vit à crédit aujourd'hui? Pourquoi êtes-vous contre la consommation? Je veux juste que le peuple ait chez lui ce que vous avez chez vous. Ce n'est pas être consommateur, c'est avoir des droits. J'ai le droit de travailler, j'ai le droit de m'habiller, d'avoir un logement, d'entrer à l'université, d'avoir accès à un portable, à un ordinateur, de prendre un repas le midi. Ce n'est pas le caprice de quelqu'un qui veut accumuler. Les gens n'accumulent pas, ils survivent. Je propose la chose suivante, que le peuple brésilien puisse consommer ce qu'il produit, qu'il puisse acheter ce dont il a besoin et qu'il puisse vivre dignement. Parce que sans consommation, il n'y a pas de société. Aquilo que ele precisa e que possa viver dignamente, porque sem consumo você não tem sociedade. Quelle est la principale leçon que vous allez retirer de cette expérience quand vous sortirez d'ici? Laissez-moi d'abord sortir d'ici pour en tirer une leçon. Pour l'instant, je suis en train d'apprendre. Muito obrigado, Senhor Presidente. Merci, Luiz Inácio Lula da Silva, de nous avoir reçus pour cet entretien exclusif. Merci à vous de nous avoir suivis et restez connectés sur France 24.